Nous allons aborder aujourd'hui l'Afrique durant la Seconde Guerre mondiale, avec un sous-titre « Les occasions ratées de la décolonisation ». Plus précisément, deux séquences, les années 1939-45, la période héroïque, qui fut aussi le temps des promesses, et l'après-guerre, les années 45-50, qui coïncident avec un repliement, une fermeture des régimes coloniaux, des systèmes coloniaux, et en fin de compte, l'échec de ce qui aurait pu être une décolonisation. Pour aborder cette question, on s'arrêtera sur deux photos. C'est une approche anecdotique, mais qui a tout de même son importance. Comme dans tout conflit mondial, tout commence par des défilés et tout se termine par des défilés. Le défilé militaire du 14 juillet 1939 à Paris, où l'armée coloniale, l'armée d'Afrique, l'armée noire selon les expressions, défile derrière ses sous-officiers et officiers blancs. 6 ans plus tard, un autre défilé, cette fois-ci c'est le défilé de la victoire, de l'armée coloniale britannique, ou du moins d'un régiment de l'armée coloniale britannique, le Kenya African Rifle, le régiment d'Afrique de l'Est, qui défile à l'entrée de la ville de Nairobi, à côté du casernement, ce qui est encore aujourd'hui les baraques, les casernements de ce régiment. Il défile au milieu des Africains, derrière des officiers, des sous-officiers de couleur, on ne les voit pas, bon, des sous-officiers africains et des officiers plutôt d'origine indienne. Il défile parmi les leurs, et donc on sent, au travers de ces deux photos, toute l'accélération historique que la Première Guerre mondiale a insufflée sur le continent africain. Nous verrons dans un premier temps, nous arrêterons dans un premier temps sur quelques épisodes de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Toujours pareil, avec le souci bien sûr de mettre en évidence des faits importants, mais aussi de révéler des travaux, des recherches qui ont été entreprises au cours de ces 20 dernières années. On va donc reconstituer cette histoire chronologique dans un premier temps en nous arrêtant sur quelques épisodes clés, souvent oubliés, aujourd'hui mis en évidence par la recherche. Premier épisode, là, qui est, on pourrait dire, décisif, c'est le fait que la campagne de France en 1940, c'est la défaite de la métropole, c'est la défaite de l'Empire, ou c'est la défaite même des deux empires coloniaux, français et britannique. Donc là, c'est un choc avec un retentissement qui n'est pas immédiat, mais qui, dans les consciences, est bien réel. Autre fait qui, cette fois-ci, moins bien connu, c'est la contribution de l'armée d'Afrique dans la campagne de France, essentiellement dans des combats de protection au moment de la retraite, qui a mis face à face les soldats africains avec l'armée nazie. Et depuis peu de temps, depuis 20 ans, on découvre la multiplication des massacres sur des prisonniers africains par l'Allemagne nazie. Je fais référence à l'ouvrage des soldats noirs face au Reich, les massacres racistes de 1940. On en connaissait un petit peu quelques éléments, au travers surtout de l'histoire de Jean Moulin, mais c'est entre 1500 et 2000 soldats prisonniers africains qui ont été délibérément massacrés au nom du racisme, mais aussi au nom d'une vieille animosité qui remontait à ce que les Allemands appellent la honte noire, c'est-à-dire l'occupation de la Rhénanie au lendemain de la Première Guerre mondiale par l'armée française et donc par 20% de soldats africains qui composaient cette armée d'occupation. Cet épisode est aujourd'hui travaillé et on a mis en évidence l'importance des camps de prisonniers dits indigènes
dans la zone occupée. Il y en avait également, ce n'étaient pas des camps de prisonniers, c'était plutôt des camps de transit dans la zone dite libre. Dans la zone occupée, ce sont les fronts Stalag. C'est là un épisode peu connu qui maintenant est en train d'être découvert pour une raison qui est une raison là aussi très raciste. Les Allemands ne voulaient en aucun cas qu'il y ait des camps de prisonniers de soldats africains en Allemagne. Donc, ils ont été cantonnés dans la partie de la zone occupée. Avec d'ailleurs très rapidement un souci d'encadrement, et Pétain, en fait la France, le gouvernement de Pétain avait proposé aux Allemands de libérer des officiers de la coloniale blancs qui étaient emprisonnés en Allemagne pour encadrer, pour organiser ces prisonniers indigènes. Nous verrons que cette histoire des fronts Stalag est une histoire qui va se prolonger dans les années 43, 44 et 45. Autre épisode là qui était connu mais qui aujourd'hui est mieux apprécié, c'est l'objectif de guerre de l'Allemagne nazie concernant l'Afrique. Donc, il ne s'agit pas donc de l'armée d'Afrique, il s'agit plus précisément de la Seconde Guerre mondiale sur le continent africain. Au sein de la chancellerie allemande et de l'état-major allemand, il y avait, on est maintenant certain en fonction des études qui ont été menées, il y avait un projet qui était le rêve de l'amiral africain, c'est-à-dire un projet de colonisation nazie de l'Afrique, renouant avec la tradition de la Mittelafrika bismarckienne, c'est-à-dire des colonies allemandes, au Cameroun, en Namibie, au Tanganyika, mais qui concernerait toute l'Afrique centrale, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, avec d'ailleurs également les îles de Mascareignes et Madagascar. Madagascar, dont il y avait une annexe dans ce plan qui était le fameux peuplement de Madagascar par la déportation de Juifs. Alors c'est un plan qui était supporté par Göring. Göring, je le rappelle, qui était le fils de l'ancien gouverneur de Namibie. Donc il y avait dans l'histoire familiale de Göring un arriéré africain, et c'est un projet qui va être développé dans la mesure où, dans les années 40, le seul opposant à l'Allemagne nazie est l'Empire britannique, ou la Grande-Bretagne et l'Empire britannique, et donc il était tout à fait possible pour l'Allemagne nazie de fragiliser le seul ennemi qui était en face d'elle, au travers essentiellement d'une orientation, d'une politique africaine. Alors ceci se conçoit d'autant plus que l'Afrique est alors un point stratégique, comme d'ailleurs ça avait été le cas durant la Première Guerre mondiale. Alors, un point stratégique qui est effectivement la route des Indes et la capacité de fragiliser l'ennemi britannique, et donc l'Empire britannique, mais surtout un point stratégique dans la mesure où la guerre, qui devient une guerre totale, a énormément besoin de ressources économiques, de ressources minérales et de ressources humaines. Et donc, effectivement, les empires peuvent assurer aux puissances de l'Axe ces ressources économiques. La situation géopolitique, d'ailleurs, se prête à ce plan allemand. Je rappelle qu'en 1940, l'Empire français reste attaché à Vichy, surtout au lendemain de l'échec à Dakar des troupes anglaises et de Gaulle. Et par ailleurs, les Allemands peuvent compter sur leurs alliés italiens, qui eux aussi étendent leur territoire africain de part et d'autre de la Libye et de part et d'autre de l'Éthiopie, l'Abyssinie. Et donc, effectivement, l'Empire britannique est pris en tenaille par les alliés réels et potentiels de l'Allemagne nazie en 1940. Ajoutons un troisième élément qui apparaît comme négligeable, mais qui, sur le moment,
été important, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a une partie de la population, essentiellement africanaire, qui est pour les nazis, qui est travaillée par des associations. Là, j'ai mis en évidence un des logos de cette association, qui sont des associations qui soutiennent le projet racial allemand et qui, jusqu'en 1941, mobilisera une partie de l'opinion publique de l'Union sud-africaine. Il y aura d'ailleurs des émeutes en 1941 dans le cadre d'un soutien à l'Allemagne nazie. Donc les conditions géopolitiques et les considérations économiques étaient favorables à ce plan qui, certes, ne s'est pas réalisé, tout simplement parce qu'en 1941, le front russe occupe, immobilise l'essentiel des troupes allemandes. Concernant cette dimension géopolitique de l'Afrique au début de la Seconde Guerre mondiale, il convient donc de s'arrêter sur l'épisode gaulliste du ralliement d'une partie de l'Empire français au général de Gaulle. Alors c'est un moment qui est assez important puisque le ralliement ne sera pas un ralliement général de l'Empire de Gaulle, mais une petite partie de l'Empire français, plus précisément du Tchad et du Congo, dans un premier temps, puis il y aura le Cameroun et le Gabon, et un ralliement qui est tout de même très important, puisqu'il évite aux puissances de l'Axe d'étrangler la présence britannique en Afrique, et surtout, il va assurer les arrières de la présence britannique en Égypte et sur le canal de Suez, qui est tout de même le point stratégique essentiel. Alors, ce ralliement se fera en plusieurs temps, d'abord le Tchad, puis le Congo, puis dans un deuxième temps Madagascar en 1943, mais la grande partie de l'Empire français reste fidèle à Vichy, c'est le cas du Maghreb et c'est le cas bien sûr de l'Afrique occidentale française. Donc nous avons là l'épisode, on pourrait dire, du ralliement du Tchad à De Gaulle, avec l'entrevue entre De Gaulle et le gouverneur du Tchad, qui est Félix Éboué. Nous parlerons donc de ce personnage si important dans cette histoire de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Ce ralliement est aussi important dans la mesure où il met en évidence la place du Congo belge. Alors, le Congo belge est un petit peu à l'image de l'empire de l'Afrique équatoriale française, était stratégiquement plutôt associé à la présence britannique. Mais il y avait des raisons qui étaient des raisons, là aussi, économiques et militaires pour que les Alliés, ou du moins la Grande-Bretagne, puis ensuite la Grande-Bretagne et les Américains, passent un accord avec cette colonie qui est de facto qui est en situation d'indépendance par rapport à la métropole qui est occupée. Et les deux raisons stratégiques sont là présentées au travers de photos. C'est d'une part le fait que le Congo belge était l'État colonial peut-être le plus riche d'Afrique en 1939, en raison de ses ressources minérales, de ses ressources agricoles, et aussi, et ceci a été révélé assez couramment, assez récemment, de ses ressources minières concernant la fabrication de la bombe atomique. Le Katanga, c'est-à-dire la partie sud du Congo belge, qui était enserrée dans des territoires britanniques, le Katanga a fourni l'uranium, c'est-à-dire l'uranium nécessaire à la fabrication des 3 premières bombes nucléaires américaines. Et donc les Américains ont joué un rôle très important dans le basculement du Congo belge du côté des Alliés. Autre importance du Congo belge, c'est le fait qu'il existait une armée coloniale, la force publique, qui, à partir de 1941, va participer à toutes les campagnes africaines, c'est-à-dire la conquête de Madagascar, la conquête de l'Éthiopie,
les campagnes au Sahel et dans la vallée du Nil, et ainsi que des campagnes d'ailleurs aussi en Birmanie. Nous arrêtons maintenant sur les épisodes qu'on pourrait qualifier d'héroïques de la Seconde Guerre mondiale. Alors, non pas dans un souci commémoratif, mais toujours pareil pour montrer l'impact de ces événements sur le cours de la guerre, donc l'importance du front africain durant la Seconde Guerre mondiale, et aussi, bien sûr, l'impact sur le continent africain et sur la société, les sociétés africaines et coloniales. On va s'arrêter sur quelques épisodes qui sont rentrés, on pourrait dire, dans la mémoire de l'épopée militaire de la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Alors, il y a un premier épisode qui est important, même s'il est très minime, c'est l'épopée de Koufra. Alors, on connaît en France au travers du serment de Koufra, qui est un fait d'armes relativement limité. C'est 300 soldats, dont la moitié sont des tirailleurs tchadiens, des tirailleurs sénégalais, mais qui sont d'origine tchadienne, et qui, par un fait d'armes, on pourrait dire un petit peu à la manière des guerres sahéliennes actuelles, attaquent les troupes italiennes au cœur de la Libye. Or, cette première victoire des Alliés, parce qu'effectivement, nous sommes devant la première victoire des Alliés. Comme dirait Churchill, c'est le début du commencement de la fin. Mais en fait, c'est un épisode important. Cette victoire a un effet stratégique important, c'est de couper la route de l'Égypte aux armées italiennes. Car en fin de compte, le front africain tourne, comme toujours, dans le contrôle des routes stratégiques et donc de la route du canal de Suez. Deuxième épisode, un peu plus tard, qui est la campagne du Faisan, là aussi décisif, puisque c'est la défaite de l'armée italienne en Afrique, et donc effectivement ensuite l'intervention allemande au travers de l'Africa Corps. Autre moment important où l'intervention des armées africaines, autant françaises que britanniques, sera décisive, c'est bien sûr le débarquement de Provence et la libération de la France. Durant cette libération de la France, il y a une question qui est aujourd'hui particulièrement débattue par les historiens, que certains ont d'ailleurs qualifié du blanchiment des faits d'armes. C'est-à-dire qu'il y aurait, ou il y a soit une volonté manifeste, soit une construction d'un récit, de récit militaire qui n'accorde pas la place qu'il mérite à ces armées africaines. Alors, on peut, au travers de ces deux photos, toucher du doigt, on pourrait dire, cette situation qui est en réalité un enjeu de mémoire. Première photo, c'est une photo assez classique, la libération de Paris par les Féfis, le peuple de Paris qui se libère lui-même. On est dans vraiment la structure même du discours gaulliste sur la libération de la France. Mais le seul militaire que l'on voit sur cette photo est un militaire africain. Et quand on fait l'histoire des différentes libérations, quand on rentre, on pourrait dire, dans la reconstitution événementielle, on voit bien que cette armée d'Afrique qui arrive par le sud, qui arrive par la suite du débarquement de Provence, a effectivement, Malgaches, Sénégalais, Tchadiens ont libéré une grande partie des villes françaises. Alors, blanchiment, il y a eu effectivement, certes pour redorer la fierté, l'amour-propre français, mais aussi, on pourrait dire, par un sentiment raciste qui existait au sein des Alliés. Alors, on a le cas très intéressant de la 2e DB, et donc vous avez là une photo d'un tankiste, le seul tankiste africain de la 2e DB. Alors, ça paraît même comme une anomalie, puisque la 2e DB a fait souche, on pourrait dire, est apparue, a fait souche en Afrique.
Alors, c'est une réalité qui est maintenant bien connue, c'est que quand les Américains ont équipé ce qui allait devenir la deuxième DB en matériel de guerre roulant, c'est-à-dire en tank, ils ont demandé qu'aucun tankiste soit noir. Les Français se sont pliés à cet ordre, dans la mesure où c'était plus qu'un conseil, c'était une recommandation avec livraison à l'appui de matériel, mais ils ont résisté sur un seul cas, c'est ce tankiste qui est photographié avec son tank, qui s'appelle Pantagruel, pour une raison très simple, c'est que ce Sénégalais était le fils d'un ancien tirailleur sénégalais qui avait reçu la Légion d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Donc il y a eu ce phénomène de blanchiment qui d'ailleurs s'est prolongé au travers de la mise en mémoire de ces faits d'armes, de la libération et aussi des derniers épisodes de la Seconde Guerre mondiale en France, qui est la conquête des poches de l'Atlantique. Vous avez là deux photos concernant le mémorial en l'honneur des troupes, des militaires qui sont morts durant la conquête de la poche, d'une des poches de l'Atlantique, la Pointe du Grave. Donc il y avait encore des Allemands en France en 1945, ils étaient regroupés autour des ports sous-mariniers de la côte atlantique. Et pour conquérir ces derniers territoires occupés, les troupes coloniales ont été sollicitées. Et dans un premier temps, les enjeux de mémoire ont plus ou moins esquivé cette contribution. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'on a mis en évidence la participation des troupes coloniales dans ces derniers fils d'armes de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire métropolitain. Donc vous avez là une photo générale, puis une photo qui est ciblée sur une partie qui est à la mémoire des maquisards du groupe Jean Dufour dans le Médoc, c'est-à-dire à la mémoire des résistants qui ont été tués durant les affrontements de la Sud-Ouest, et aussi à la mémoire du bataillon de marche Somalie. Bon, il faut rappeler que la Pointe du Grave, disons les derniers combats qui ont été décisifs dans la conquête de la Pointe du Grave ont été menés par des bataillons africains, qui étaient des bataillons somalis, qui venaient de Djibouti, ainsi que par la brigade de Kernika, qui est un bataillon de nationalistes basques, qui se sont engagés au travers des FFI ensuite dans ce corps d'armée qui a conquis la Pointe du Grave. Et donc là, ce n'est que tout récemment qu'on a mis en évidence cette contribution majeure des troupes africaines dans ce qu'étaient les derniers faits d'armes, mais on aurait pu prendre également la libération de l'Alsace, de Strasbourg, ou l'occupation les dernières conquêtes sur les territoires allemands. Alors, ces enjeux de mémoire sont importants, parce qu'en fin de compte, quand on examine, quand on reconstitue l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Afrique et la contribution des Africains à celle-ci, on bute sur une question qui est tout simplement l'enjeu de mémorisation, c'est-à-dire qui va hériter du prestige de la victoire. Comme je vous l'ai dit au tout début, le défilé de la victoire à Nairobi montre bien que la fierté des troupes africaines, elle est symbolisée par ce défilé. Les Africains se sont libérés eux-mêmes. Les troupes africaines se sont libérées eux-mêmes. Et effectivement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au fur et à mesure que les victoires s'accumulent, on voit très bien quelle est l'exploitation que l'on peut faire, de part et d'autre, nous allons voir, de cette victoire des armées africaines. Alors vous avez une première photo qui est assez intéressante et qui concerne les trophées de la campagne du Faisan, où vous avez un tirailleur sénégalais, qui, je pense, était plutôt un tirailleur tchadien, qui prend la pose devant des fanions, des drapeaux de l'armée italienne.
Donc là, on voit bien que c'est les Africains qui revendiquent cette victoire, même si c'est dans le cadre d'une armée coloniale, qu'elle soit d'ailleurs française ou britannique. Deuxième photo, alors là, assez étonnante, c'est toujours pareil. C'est à la suite de la victoire sur les Italiens, autant en Libye qu'en Éthiopie. On a des poses victorieuses, et donc là, vous avez des soldats autour d'un drapeau italien qui témoigne de la conquête de l'Éthiopie. Or là, ce sont des soldats blancs. Plus précisément, ce sont des régiments qui viennent de l'Union sud-africaine. Et dans le cadre de cette armée impériale britannique, il y avait donc plusieurs régiments, et ce régiment avait un régime particulier qui rappelle un petit peu d'ailleurs l'exploration et les conquêtes du 19e siècle en Afrique. C'était seuls les Blancs combattaient, étaient armés. Les soldats noirs n'étaient pas armés. Ils participaient à l'indépendance, et donc de ce fait, ils ne sont pas représentés dans cette victoire, c'est-à-dire dans cette conquête. Or, on voit très bien que la victoire des armées alliées, britanniques et françaises, est revendiquée soit par les Africains, mais aussi peut être revendiquée par les Européens habitant l'Afrique. Et là, on est déjà dans un enjeu qui dépasse largement le conflit en lui-même. Autre aspect important qui montre l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le continent africain, la déroute italienne. Alors, les puissances de l'Axe, en dehors de l'Africa Corps et des alliés de Vichy, c'est essentiellement les Italiens. Et les grandes batailles ont concerné essentiellement les Italiens et les troupes britanniques et les troupes françaises. Un historien qui a travaillé sur cette histoire des soldats italiens et des prisonniers de guerre italiens a utilisé ce terme des ensablés. Les ensablés, ce sont ces troupes italiennes qui, ne pouvant, après la défaite, revenir dans l'Italie, se sont dispersées sur le continent africain et ont été récupérées, mis souvent dans des camps d'internement. Vous avez là une photo d'un camp d'internement au Kenya. En réalité, c'est une chapelle qui a été construite par les prisonniers italiens dans ce camp d'internement au Kenya. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est bien sûr cette histoire sociale qui est assez atypique, puisqu'on a des troupes qui ne peuvent pas se replier sur leur métropole, qui se dispersent sur le continent. Mais ce qui est très important, c'est de voir que la Seconde Guerre mondiale, c'est pour les sociétés africaines, c'est l'apprentissage d'une victoire militaire, mais c'est aussi l'apprentissage d'une victoire sur une armée blanche. Et vous avez là une illustration qui est assez intéressante, qui est entre, on pourrait dire, l'anecdote, le fait historique, mais aussi la mémoire historique. Vous avez cette histoire du brigadier Likili. Le brigadier Likili était un brigadier de la force publique belgeo-congolaise. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, on utilise le terme belgeo-congolaise. On n'utilise pas la force publique belge. Et ce brigadier Likili a fait prisonnier une partie de l'état-major, c'est un des grands faits d'armes, une partie de l'état-major italien. Et tant et si bien que pendant longtemps, on a cru qu'il n'existait pas, ce brigadier Likili, qu'il avait été une sorte d'invention mythique. Or, c'est bien un cas, c'est bien un fait d'armes, mais ça montre, on pourrait dire, que la Seconde Guerre mondiale va faire sauter des verrous psychologiques, des verrous sociaux, concernant l'image du blanc et l'image du noir. Et ça, c'est un élément qui est tout aussi important que l'impact militaire et que les faits d'armes qui sont bien sûr bien connus. Concernant la contribution de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale, on est aujourd'hui dans une reconstitution qui paraît de plus en plus bien menée dans la mesure où, là aussi, les historiens sont aidés par les sources écrites et
par aussi une pratique qui est la pratique de la compensation, c'est-à-dire que ces troupes coloniales, et toute une série de procédures d'inventaire, de recouvrement, de compensation, de pension. Et on a maintenant une connaissance assez précise du nombre de soldats qui ont été mobilisés en Afrique durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette mobilisation, les chiffres sont différents selon les historiens français et britanniques, mais les sources aussi sont assez différentes. C'est aux alentours de 1 355 000, ce qui fait approximativement 1% de la population africaine. On est dans des ordres de grandeur des autres populations continentales, européennes ou britanniques. Ce qui est important de souligner, et ça, la différence peut-être de la Première Guerre mondiale, mais on n'a pas, pour la Première Guerre mondiale, on n'a pas des données aussi précises, des données démographiques aussi précises, c'est que cette contribution est importante en termes de mobilisation. D'ailleurs, du côté britannique, c'est plutôt une mobilisation du continent asiatique que du continent africain. Hein. Elle a été importante, bien sûr, du côté africain, mais elle n'a pas pris l'ampleur de la mobilisation asiatique. Et le nombre de décès est relativement correspond, on pourrait dire, à la moyenne de décès des autres populations, essentiellement européennes. Donc, l'armée française, il y a 16% de tués sur les 5 années du conflit. Pour les soldats de l'AOF et de l'AEF, c'est 16%, pareil. Et pour les soldats de Madagascar, c'est 6%. Donc, la contribution, elle est importante, elle est essentielle d'ailleurs, parce qu'elle fait peser la balance du côté des Alliés, mais on n'assiste pas du moins sur les champs de bataille, à ce qui a été observé durant la Première Guerre mondiale, où effectivement la force noire a été utilisée d'une façon, on pourrait dire, sans retenue, d'ailleurs comme d'ailleurs pour les autres soldats de la Première Guerre mondiale. Le fait important qui aujourd'hui est particulièrement étudié, c'est au-delà de la mobilisation des tirailleurs sénégalais, on fait des tirailleurs africains, c'est la contribution de la population africaine. Et là, c'est un élément qui aujourd'hui est de plus en plus travaillé par les historiens, puisqu'on va, au travers de cet épisode, saisir un des problèmes futurs de la décolonisation. Que s'est-il passé donc entre 1940 et 1945 ? On a demandé aux populations africaines de s'engager, la mobilisation, mais on a demandé surtout aux populations africaines de participer à l'effort de guerre. Cet effort de guerre, c'était l'exploitation de ressources minérales, c'était l'ouverture de routes, c'était des cultures obligatoires, et très rapidement, les administrations coloniales, qu'elles soient belges, françaises ou britanniques, vont très rapidement renouer avec les pratiques autoritaires de la période coloniale, de la conquête et des années 20. C'est-à-dire, on voit réapparaître les travaux forcés, on voit réapparaître des mobilisations et des déplacements de population, avec des signes qui sont des signes tangibles, qui sont la réapparition de disettes et de famines en Afrique en 1942-1943, qui témoignent indirectement de cette pression sur les populations au travers de l'effort de guerre. Alors, ceci a été bien étudié, toujours pareil, en ciblant des sources originales qui sont les témoignages oraux, les sources orales, les enquêtes collectives, la collecte de sources écrites, mais aussi d'illustrations, de photos. Et je fais référence au travail d'un collègue congolais que j'avais d'ailleurs cité dans un cours précédent. Et là, on a toutes ces petites gravures qui témoignent de l'effort de guerre dans
le Congo belge, c'est ce qu'on appelait déjà ce territoire, le Congo belge, avec l'usage de la force, y compris pour mater une grève au Katanga, dans les usines de cuivre du Katanga en 1941, à Lubumbashi. Alors, ces travaux forcés, cette mise, on pourrait dire, en économie de guerre des sociétés essentiellement rurales, des sociétés de la paysannerie, prend des formes qui, souvent, sont des formes très autoritaires dans la mesure où les autorités administratives sont relativement indépendantes du pouvoir métropolitain. Il y a là une période, alors qui, selon les empires, a duré plus ou moins longtemps. Alors, dans le cas de l'Empire français, ça a duré jusqu'en 1944 ou jusqu'en 1943, où on voit dans ces territoires coloniaux l'autorité administrative prendre de plus en plus des initiatives au nom de l'effort de guerre, de plus en plus d'initiatives autoritaires. C'est ce que un historien canadien, Eric Jennings, qualifie de le temps des proconsuls, hein, avec surtout un focus sur Madagascar. Madagascar qui, jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'à ce que les Anglais interviennent militairement sur l'île, était une terre de Vichy, une terre pétainiste, où on avait les chantiers de jeunesse, une milice et une organisation coloniale qui, effectivement, ne prenait en considération en aucune manière la situation dite des indigènes. Cet effort de guerre va tout de même avoir un effet qui va très rapidement se faire ressentir. Alors d'abord, physiquement, cet effort de guerre, on serait toujours dans cette histoire du bilan positif de la colonisation, va modifier la réalité des infrastructures coloniales. Les villes qui existaient sont non pas embellies, mais sont agrandies. On voit apparaître un tissu industriel, alors, toujours pareil, lié soit à l'exploitation coloniale, c'est-à-dire un tissu industriel associé à des ports, soit à des ressources minérales ou végétales. Et donc les villes changent durant ces 5 années de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez là une photo de Nairobi en 1944, une photo de Bangui en 1944, une photo d'un grand séminaire, parce qu'en réalité, quand on parle de villes, il y a les villes portuaires, il y a les villes administratives, les villes industrielles, mais il y a aussi les grandes implantations religieuses, les grands ensembles, séminaires et missions. Donc effectivement, la Seconde Guerre mondiale va être la période, on pourrait dire, où le pouvoir colonial, parce qu'il a les moyens de coercition, parce qu'il a les moyens d'encadrement, parce qu'il se donne aussi l'ambition démesurée de vouloir mettre au travail toute une population, sans retenue, d'une façon immodérée, effectivement, on a la vie qui change. Les infrastructures africaines durant la Seconde Guerre mondiale changent, et avec des incidences sociales qui vont très rapidement apparaître. C'est-à-dire on voit apparaître une population urbaine noire. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que dans les villes sud-africaines, la population noire dépasse la population blanche et la population métisse. Alors, pour des raisons qui sont des raisons économiques, c'est qu'il y en avait un besoin de main-d'œuvre africaine. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que, dans les villes, on assiste à des phénomènes de migration, alors souvent d'ailleurs des jeunes qui fuient les campagnes, qui fuient les travaux forcés, et qui vont accroître les sociétés urbaines. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que l'on voit apparaître des organisations, des structures, des organes de presse, des associations qui sont africaines, c'est-à-dire qui encadrent des populations noires. Donc la Seconde Guerre mondiale
mobilise la population africaine, elle mobilise une partie de l'économie africaine, mais inévitablement, elle accélère les changements au niveau social. Alors, pour l'instant, du moins en 43-44, ceci n'a pas d'incidence réelle, mais comme nous le verrons plus tard, cette évolution sociale va très rapidement se marquer de changements politiques.